rapporteur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous poursuivons nos travaux avec l'audition de messieurs Thomas London et Karim Tadjedine, tous deux directeurs associés du cabinet de conseil McKinsey. Notre commission d'enquête a entrepris d'évaluer l'ampleur du recours par les personnes publiques à des prestations de conseil et d'en comprendre les ressorts ainsi que les modalités. Le cabinet McKinsey est un partenaire actif de l'État et de sa transformation, depuis, je crois utile de le rappeler, bien plus longtemps que la survenue de la crise sanitaire. Nous avons reçu hier soir, messieurs, votre réponse écrite aux demandes de la commission d'enquête et nous vous en remercions. Je constate cependant qu'elle est incomplète sur au moins 2 points. D'une part, votre contribution porte sur l'activité de McKinsey depuis 3 ans, alors que la commission d'enquête vous demandait des informations sur 10 ans. D'autre part, elle ne comprend pas les prestations réalisées pour les entreprises publiques. Je vous rappelle sur ce point que seul le secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État sont opposables aux commissions d'enquête parlementaires. Je tiens à votre disposition au besoin l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui constitue la pierre angulaire du contrôle parlementaire. J'invite donc McKinsey à la transparence, comme les autres cabinets de conseil. Je sais pouvoir compter sur votre diligence, messieurs, pour compléter les éléments manquants de votre réponse écrite. Cette audition est ouverte au public et à la presse. Elle est transmise en direct sur le site internet du Sénat. En raison du contexte sanitaire, les collègues peuvent également intervenir par visioconférence. Comme pour toutes les personnes auditionnées, je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de sanctions pénales qui peuvent aller, selon les circonstances, de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 à 100 000 € d'amende. Je vous invite, messieurs London et Tadjedine, à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci, messieurs. Je vous laisse maintenant la parole pour une intervention liminaire d'environ 15 minutes, puis surviendront les questions de Mme la rapporteure et celles de nos collègues. Je vous invite à essayer de respecter globalement cette période de 15 minutes, justement pour que les uns et les autres puissent poser l'ensemble des questions dans le temps qui nous est imparti. Merci et je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, membres de la commission d'enquête sur les cabinets de conseil, vous nous avez posé un certain nombre de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre aujourd'hui en vous apportant des éclairages sur le rôle que peuvent jouer les cabinets de conseil auprès du secteur public. Je suis responsable du pôle secteur public de McKinsey France et Thomas London à mes côtés est responsable du pôle santé publique. Nous pourrons répondre aux questions qui concernent notre action dans notre champ de responsabilité. Il se peut qu'il y ait des questions plus globales qui dépassent notre champ et le cas échéant, nous reviendrons vers vous après par écrit. J'organiserai ce propos introductif autour de 4 volets en réponse aux questionnaires transmis, une brève description de notre cabinet, une présentation du périmètre de nos activités, nos règles déontologiques et d'engagement, et enfin une première réponse aux questions spécifiques que vous nous avez posées, notamment sur la question des pro bono, de la protection des données ou du développement des compétences. J'essaierai dans ce propos introductif d'expliciter les principes sans entrer le détail des projets réalisés. Nous serons heureux d'illustrer ces principes plus tard à travers des exemples concret. Notre cabinet, McKinsey, existe depuis presque un siècle. Il a été créé depuis 1926 et depuis cette date accompagne à la fois les organisations privées, publiques et associatives dans la durée. Notre engagement auprès des acteurs socio-économiques en France est également ancien. McKinsey a été établi en France en 1964 et compte aujourd'hui environ 600 professionnels répartis dans les bureaux à Paris et à Lyon. Le cabinet emploie ses salariés en contrat de travail de droit français, est immatriculé au registre de sociétés et respecte l'ensemble des règles fiscales et sociales françaises applicables aux sociétés. C'est d'ailleurs un préalable pour répondre aux appels d'offres publics. La présence de McKinsey auprès des administrations publiques en France est très ancienne. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Nous avons notamment, en 1947, accompagné la direction du Trésor dans la mise en œuvre du plan Marshall. C'est un engagement de longue date. Et nous accompagnons régulièrement les acteurs du secteur public en France depuis désormais plus de 15 ans. Parmi les clients, vous nous avez posé la question, nous accompagnons au sein de McKinsey France à 84% des clients français. Pour réaliser nos missions, nous sommes organisés autour de pôles de compétences sectorielles. Nous avons ainsi un pôle secteur public que je dirige qui est en charge de coordonner dans la durée nos appuis auprès des responsables opérationnels publics. Ce pôle représente environ à peu près 5% de notre activité en France.
Pour pouvoir exercer nos missions, le pôle secteur public, lorsque c'est pertinent, mobilise des centres d'expertise fonctionnelle, métiers, typiquement, par exemple, le domaine des opérations, des organisations, où nous avons des spécialistes et qui viennent renforcer en fonction de thématiques particulières du projet. Nous pouvons aussi nous appuyer sur des centres de recherche propriétaires. Nous investissons chaque année environ 10% de nos ressources dans de la recherche primaire au sein d'équipes de recherche dédiées, comme le McKinsey Global Institute, par exemple sur les économies sectorielles ou les centres de mobilité demain. Et enfin, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de presque 35 000 collaborateurs dans 67 pays, qui nous permet de mobiliser de manière extrêmement rapide et précise les meilleures expertises mondiales. Deux points importants, nous ne considérons bien sûr pas que le secteur public fonctionne comme une entreprise privée. Nous ne considérons pas non plus que les enseignements d'autres pays puissent être répliqués au contexte français. C'est le rôle de ce pôle secteur public de s'assurer que l'ensemble de ces informations d'autres métiers, d'autres secteurs sont contextualisées et utiles pour les décideurs publics. S'agissant de notre périmètre d'action, également quelques précisions. Notre métier de conseil est d'accompagner de manière temporaire, et j'insiste sur ce mot temporaire, des responsables opérationnels pour les aider à accomplir leur mission et renforcer et développer les compétences de leur équipe. Nous n'effectuons pas de mission d'externalisation ou d'outsourcing, c'est-à-dire des délégations durables de mission. Ça peut être le cas, par exemple, dans le système d'information ou la veille, ce n'est pas notre métier. Nous ne faisons pas non plus de mission de certification ou d'audit externe, c'est-à-dire la publication d'un rapport indépendant qui analyse la conformité par rapport à un référentiel. Nous ne conduisons pas non plus, nous ne faisons pas de conseils de nature juridique, ce n'est pas notre métier, et nous ne conduisons pas d'activités de lobbying ou de communication. Voilà. Notre métier, nous intervenons essentiellement dans deux cas de figure, en amont de la prise de décision, pour aider à instruire celle-ci grâce à des travaux d'analyse factuelle, et en aval de la décision pour aider les responsables publics dans l'exécution. Je voudrais maintenant revenir sur une question qui a été débattue dans les sessions précédentes, c'est pourquoi les responsables opérationnels publics font-ils appel à des cabinets de conseil? Quelle est notre valeur ajoutée? Alors, déjà, un point préalable, le recours à un cabinet de conseil ne traduit ni un défaut de compétence, ni une faiblesse d'un responsable ou d'une organisation. Le recours au cabinet de conseil, quand on regarde dans l'ensemble des économies matures, s'est beaucoup développé au cours des dernières décennies. Le président du Syntec, M. Courtecuisse, indiquait les chiffres. En France, ce marché du conseil a doublé en moins de 10 ans. Pourquoi? Pour trois raisons. D'une part, les responsables tant publics que privés sont soumis à des enjeux de plus en plus complexes qui requièrent des champs d'expertise de plus en plus larges. Typiquement, un responsable doit pouvoir appréhender les enjeux technologiques, opérationnels, d'expérience client. Le niveau de spécialisation ne cesse également de croître. Il n'est pas toujours possible ou justifié d'internaliser ces expertises. Typiquement, certaines expertises sont utilisées ponctuellement ou de manière pas suffisante pour justifier une internalisation. Nous pouvons mettre à disposition de nos clients quasi immédiatement les expertises les plus pointues et les plus récentes. D'autre part, les responsables sont soumis à des évolutions très importantes de charges. Par exemple, instruire ou réaliser un projet peut nécessiter de mobiliser des équipes de plusieurs dizaines de collaborateurs pendant quelques semaines ou quelques mois. Répondre à une crise, je suis sûr que nous y reviendrons, nécessite de pouvoir mobiliser du jour au lendemain des équipes également larges et pluridisciplinaires. Nous avons la capacité, quasiment du jour au lendemain, de pouvoir mobiliser ces renforts au service des responsables publics. Troisième raison, le besoin permanent d'innovation. Le métabolisme, le rythme d'innovation, notamment technologique, s'est beaucoup accéléré. Dans ce contexte, il est important pour le responsable opérationnel d'être à l'écoute des évolutions technologiques, managériales, opérationnelles. Nous avons, par notre réseau international et à travers l'ensemble des secteurs, une capacité à filtrer et à apporter les données nouvelles, contextualisées aux besoins propres des responsables du secteur public. C'est cette triple évolution, recherche d'expertise, volatilité de l'activité, besoin d'innovation, qui explique la progression forte des métiers du conseil au cours des dernières décennies et qui va probablement se poursuivre dans les prochaines années. S'agissant spécifiquement du conseil au secteur public, il s'agit maintenant d'une pratique courante dans l'ensemble des pays développés, notamment en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves. La France a suivi le même mouvement avec une moindre ampleur du recours au conseil externe. Depuis plus de 15 ans, cette pratique est devenue normée et usuelle en France. L'État s'est doté de véhicules de contractualisation normés et a mis en place des procédures de mise en concurrence avec une éducation de marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Le marché est aujourd'hui structuré et ouvert. L'État fait appel sur une base régulière à plus de 25 acteurs différents de conseil et aussi à des plus petites structures, ce qui permet aux responsables publics d'avoir accès à un large champ de compétences et d'expertise spécifiques adaptées aux besoins de chaque mission. L'État a également construit des centrales d'achat de conseil
que ce soit la DITP que vous avez auditionnée, la DAE dans le domaine des achats, la DINUM dans le domaine numérique, l'UGAP, ainsi que des équipes au niveau des secrétariats généraux des ministères avec des équipes expérimentées. À la fois, dans notre expérience de praticien, la spécification amont des besoins et le pilotage opérationnel est conduit selon de très bons standards. Il reste bien sûr des marges d'amélioration et de réflexion. J'y reviendrai plus tard, Monsieur le Président et Madame la rapporteure, dans mon propos liminaire. Je voudrais à présent détailler rapidement les règles éthiques et d'engagement que nous mettons en place dans le secteur public. Alors, la déontologie est vraiment au cœur de notre relation avec un client. Par exemple, Mathieu Courtecuisse l'avait rappelé, à tout moment, un décideur peut décider d'arrêter un projet. Et la relation de confiance qu'on peut avoir avec lui est essentielle dans notre capacité à l'accompagner dans la durée. Nous avons codifié l'ensemble de nos engagements dans un code de conduite qui est en ligne et que nous avons transmis à vos services. Nous avons également défini des règles d'intervention spécifiques pour intervenir dans le secteur public. Nous intervenons uniquement en accompagnement des responsables publics exécutifs, ce qui exclut de fait les acteurs législatifs, les organes de contrôle ou d'évaluation de l'action publique. Nous ne servons pas non plus les partis ou les personnalités politiques. C'est interdit dans nos statuts. McKinsey est ainsi en mesure de conserver toute la neutralité et l'indépendance requises pour le bon accomplissement de ses missions. Nous intervenons à travers des contrats cadres, obtenus dans le cadre de processus compétitifs. Nous sommes intervenus essentiellement au cours des dernières années au travers des contrats cadres détenus auprès de la DITP et de l'UGAP. Nous disposons également d'autres contrats cadres avec d'autres administrations, notamment la DAE et la DGE. Nous intervenons dans le cadre de groupements dans lequel nous sélectionnons des sous-traitants, notamment des PME françaises, pour construire un écosystème cohérent et permettre aux donneurs d'ordre d'accéder à une offre large et diversifiée. Vous nous l'avez demandé, nous pratiquons des prix publics inférieurs de l'ordre de 15 à 30 % par rapport aux prix moyens pratiqués dans le secteur privé. Dans ce cadre, McKinsey intervient en amont de la décision publique en apportant une base factuelle et des outils d'analyse ou d'aide à la décision, ou en aval de la décision pour accompagner la mise en œuvre des orientations retenues et le soutien au déploiement opérationnel, toujours en étroite collaboration avec les publics concernés. Les sujets sur lesquels nous intervenons concernent plus particulièrement deux sujets: l'amélioration de la qualité de service aux citoyens, notamment la réduction du délai de traitement des demandes, ou la facilitation de l'accès aux services publics à travers la digitalisation ou le réseau, et l'amélioration de l'efficacité de l'action publique, notamment au travers du renforcement des processus d'achat ou encore de l'amélioration des processus opérationnels, par exemple les parcours clients dans le secteur hospitalier. Afin de répondre à ces appels d'offres ou à des projets, McKinsey, nous assurons systématiquement que les travaux pourront remplir trois conditions. Atteindre un impact tangible et mesurable. Nous voulons en tout moment pouvoir expliquer voilà ce qu'on a coûté, voilà quel a été l'impact collectif de notre engagement. Apporter une expertise sectorielle ou fonctionnelle spécifique, complémentaire à celle des clients, et accompagner le développement des compétences des organisations publiques. La complémentarité est un principe d'action majeur pour nous. L'apport se fait toujours en appui des structures publiques, jamais en substitution. Et tout au long des projets, un accent particulier est mis sur l'implication des agents publics. En général, et le format le plus efficace est de constituer des équipes mixtes, mêlant des membres de l'organisation cliente et des membres de cabinet, permettant d'assurer l'appropriation complète des outils et méthodologies mis en place. Les règles que je viens d'écrire sont vérifiées avant le début de chaque projet par une équipe risque basée au niveau européen et indépendante de nos pôles pour s'assurer que ces principes sont bien vérifiés avant le démarrage de tout projet. Enfin, je souhaiterais revenir sur 5 points qui ont fait l'objet de questions ou qui ont été débattus lors des précédentes auditions. S'agissant des pro bono, je le rappelle, ce sont des projets à titre gracieux, effectués selon les mêmes standards que les autres projets. Ces missions sont rares et concernent des sujets spécifiques et sont entièrement décorrélées de notre activité client classique. Pourquoi faisons-nous des projets pro bono? La question du sens et de notre impact social est essentielle. C'est un facteur massif pour nous, à la fois d'attraction, de rétention et de développement de nos personnes. Alors, notre stratégie pro bono est définie à l'échelle globale et vise à contribuer à des thèmes d'intérêt sociétaux, essentiellement auprès de structures associatives. Voilà. Typiquement, pour donner des exemples, nous sommes intervenus récemment au bénéfice du secteur culturel, notamment pour accompagner des musées dans des stratégies de radiation. Nous l'avons fait pour le Louvre, pour le Centre Pompidou. Pour des projets collectifs, nous avons par exemple accompagné la préparation du dossier de candidature de la France au JO pour 2024.
ou des travaux également de coordination ou de recherche. C'est par exemple ce que l'on fait pour le Tech for Good. En fait, nous aidons à coordonner les groupes de travail constitués de 80 entreprises et organisations pour prendre des engagements sociétaux en faveur de l'utilisation de la tech, notamment pour la diversité et l'inclusion. Au cours de ces dernières années, nous avons proactivement fait évoluer nos règles en matière de pro bono. Nous avons notamment mis en place désormais un processus systématique de contractualisation, intégrant des clauses qui précisent que nous ne pouvons bénéficier d'aucun traitement préférentiel dans les appels d'offres futurs. Nous expliquons également dans ces contrats pourquoi nous faisons ce pro bono. Néanmoins, nous pensons qu'il sera opportun de renforcer ces règles pour l'ensemble de la profession, et à ce titre, les propositions faites par le Syntec, notamment sur la problématique de mécénat de compétences, nous semblent aller dans la bonne direction. Second point, s'agissant de la perception d'aller-retour entre secteur public et secteur privé. Quelques chiffres. Sur les 600 collaborateurs de McKinsey, seulement 7 ont une expérience antérieure dans le secteur public de plus de 2 ans, soit environ 1% de nos effectifs. Sur ces 1%, la moitié n'ont pas effectué de projet dans le secteur public au sein du cabinet. Nous recrutons uniquement sur des critères objectifs de compétences. Les candidatures se font en ligne. Chaque candidat doit passer entre 5 à 10 entretiens avec des études de cas. Une décision d'offre est prise à l'unanimité des intervieweurs. Nos processus sont auditables. En tant qu'employeur, nous n'avons ni la capacité de détecter, ni le droit d'exclure du processus des personnes sur la base de leur ascendance. Après leur passage au sein de notre cabinet, certains consultants de cabinet ont fait le choix de rejoindre le secteur public. C'est une pratique classique qui touche l'ensemble des secteurs. Souvent, les consultants nous quittent après 3 ou 5 ans pour basculer sur d'autres types d'activités. Parmi l'ensemble de nos anciens collaborateurs, nous avons fait le recensement. Au 31 décembre, environ 1% d'entre eux travaillent actuellement au sein du secteur public. Troisième point, s'agissant de la rédaction des projets de loi, ce n'est ni notre rôle, ni notre mandat, ni notre compétence de contribuer à la rédaction d'un projet de loi ou d'un texte réglementaire. Nous ne le faisons pas. S'agissant de la protection de la confidentialité des données, il s'agit d'un enjeu fondamental, et vous l'avez souligné dans les précédentes discussions, de souveraineté, de compétitivité et de sécurité. Et la confidentialité est la condition d'exercice de notre profession. Pas un seul client nous pardonnerait de ne pas assurer la plus stricte confidentialité par rapport à ces données. Alors, je reviendrai dans ce propos initial sur ce que vous avez appelé, Monsieur le Président, dans la présente audition, le paradoxe de la donnée, à savoir la réalisation de parangonnage ou de benchmark. Je le dis très clairement, nous n'utilisons pas les données confidentielles de clients pour réaliser des benchmarks. Nous utilisons 3 sources de données pour ces travaux. Nos données propriétaires, notamment issues des analyses de nos centres de recherche internes et qui sont financées sur nos ressources propres. C'est un axe important de différenciation de notre cabinet et plus largement des cabinets dits de stratégie. Les données publiques, et s'agissant du secteur public, énormément de données sont publiées en langue locale. Notre réseau international joue un rôle clé pour identifier, contextualiser, traduire ces éléments. Et les données issues d'entretiens conduits dans le cadre de ces travaux de benchmark. Je souligne que l'objectif de ce benchmark est toujours exposé en début d'entretien. Ces règles sont explicites et formalisées en amont du travaux du benchmarking. Nous précisons bien que l'ensemble de ces travaux-là seront faits sur travaux de recherche et sur données publiques. J'espère avoir l'opportunité de revenir à travers les questions-réponses plus longuement sur cette question des données qui est importante. Enfin, s'agissant du transfert du développement de compétences pour les administrations, il a été beaucoup reproché au cabinet de conseil d'agir à la place d'eux. Ce n'est pas notre philosophie, notre pratique. Notre métier de conseil est d'accompagner de manière temporaire les responsables opérationnels pour les aider à accomplir leur mission et développer leurs compétences. 2 pistes de réflexion. Ainsi que précédemment indiqué, il devient de plus en plus critique de pouvoir déployer pendant quelques semaines ou quelques mois des équipes en mode projet pour conduire des travaux spécifiques ou répondre à des situations d'urgence temporaire. Si certaines administrations ou agences ont développé cette capacité, d'autres font encore face à des rigidités ou des contraintes de ressources très fortes pour pouvoir y faire face. Également, je le redis, un cabinet de conseil n'a pas vocation à effectuer de manière durable une activité régulière. Si une administration a besoin de manière durable et continue une expertise cœur pour l'exercice de ses missions, il est important qu'elle puisse l'internaliser progressivement. À titre d'exemple, s'agissant des métiers relatifs à l'informatique, au digital ou aux données, les administrations tendent à externaliser plus d'activités que ce que l'on observe dans le secteur privé. Je pense que ces 2 axes que je viens de décrire ont été bien... L'administration en a fortement conscience, on a vu de progrès très significatifs au cours des dernières années, notamment sur le volet numérique, avec l'accélération du plan de recrutement initié par la DINUM. Néanmoins, il nous semble qu'il y a encore une marge de progression et de mise à l'échelle importante sur ces 2 dimensions. J'espère que ces quelques éléments vous ont permis de mieux appréhender la manière dont les cabinets de conseil peuvent être utiles aux acteurs publics et à la collectivité. Nous serons heureux de vous le démontrer concrètement à travers des exemples au cours de la session de questions-réponses. Monsieur le Président.
Merci, M. Tadjedine. Nous sommes, nous aussi, très soucieux d'aborder ces questions-là de façon concrète à travers des situations sur lesquelles nous allons maintenant vous interroger. Et c'est Madame la rapporteure qui commence. Bonjour, messieurs. Merci, Monsieur Tadjedine, pour vos propos liminaires. En fait, j'ai une salve de questions, mais je vais commencer par le début. Puis je pense que nos collègues aussi ont des questions à poser. Je voudrais savoir quelles sont les différentes entités qui composent McKinsey en France, et parmi elles, le rôle de celle qui est domiciliée dans l'État du Delaware aux États-Unis. Donc une réponse précise à une question précise. Auprès de quelles entités en France ou ailleurs sont domiciliés les contrats de travail de vos collaborateurs travaillant en France, votre chiffre d'affaires et vos bénéfices réalisés en France? Et dernière question pour cette première salve, quelle est l'entité de McKinsey qui porte le chiffre d'affaires réalisé en secteur public en France? Et pourquoi McKinsey et compagnie France donc, ne publie-t-elle pas ses comptes annuels? Merci pour vos réponses. Oh. Sauf s'il y a une autre salve de... Non, on continue. Madame la rapporteure, je vais répondre à vos questions. Je rappelle que j'interviens en tant que responsable du pôle secteur public et pas en tant que directeur général de McKinsey France. Voilà, je précise ce point. Voilà. Donc, nous travaillons... McKinsey France est enregistré auprès du registre des sociétés. L'ensemble des contrats de travail est porté par cette société de droit français et l'ensemble du chiffre d'affaires est porté par cette société de droit français. L'élément que vous mentionnez, c'est que nous sommes organisés en forme de succursale, voilà, rapportant à l'entité mère qui est basée au Delaware, mais l'ensemble de nos activités, secteur public, secteur privé et l'ensemble des contrats de travail sont portés par cette société de droit français. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société? Bien sûr, Monsieur le Président. Merci. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Les contrats de droit de travail sont en France, ils sont portés par cette société de droit français. Avant de passer la parole, j'ai une question plus précise, mais je vous avoue que j'en ai beaucoup d'autres. Vous nous avez dit... tout à l'heure que votre valeur ajoutée, c'est de réaliser des expertises sur des enjeux complexes. C'est ce que vous nous avez dit dans vos propos. Alors, bon, je sais bien que le métier d'enseignant est un métier très difficile, notamment dans ce moment de crise épidémique avec la Covid-19. Mais je pense justement que ils ont démontré que c'était des experts en matière d'enseignement. Or, vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec un certain nombre d'organisations internationales pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Voilà, nous avons accompagné la DITP dans cette réflexion. Et nous travaillons maintenant, Madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Oui. Je trouve que cette réponse est un peu imprécise, quand même, parce que c'est un sujet qui pourrait être un sujet d'ampleur. Et le contrat n'est quand même pas... Enfin, c'est une somme assez conséquente, quand même. Donc, ça aboutit à quoi, précisément ? Ça a conduit, Madame la rapporteure, à l'ensemble de travaux qui ont été réalisés avec à la fois la DITP et le ministère de l'Éducation. Donc, il s'agissait d'une part de travaux de benchmarking, de comparaison de quelles avaient été les évolutions faites par un ensemble de pays européens
pour anticiper les évolutions du métier d'enseignant. Bien analyser également quelles étaient les évolutions des systèmes éducatifs, notamment de pilotage du système éducatif dans l'ensemble des pays européens, et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui était prévu en février 2021. Madame la rapporteure. Donc il y avait des responsables, des enseignants qui collaboraient. Oui, Madame la rapporteure, mais je n'ai pas directement piloté ces travaux. Je pilote l'ensemble du secteur et j'ai des collègues qui sont spécialistes de ces problématiques d'évolution de l'enseignement, Madame la rapporteure. D'accord. Merci. On continue. Très bien. Madame Nathalie Goulet souhaite vous interroger. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, messieurs, merci de vos explications. Vous avez indiqué que vous ne participiez pas à des campagnes politiques. En revanche, la presse, Monsieur Tadjedine, s'est longuement penchée sur votre rôle pendant la campagne électorale du président Macron, notamment. Et donc, la presse évoque le fait que vous avez comparé les prestataires possibles pour le développement d'un site internet de campagne. Avez-vous effectué donc des missions dans le cadre de l'élection présidentielle? Et quel est votre rôle dans le think tank en temps réel dont vous êtes membre du conseil d'administration? Plus généralement, une vingtaine toujours dans la même veine, une vingtaine de salariés de votre société auraient participé donc à cette campagne. Comment avez-vous assuré les règles liées au conflit d'intérêts? Et est-ce que ces prestations ont figuré sur les comptes de campagne? Je rappelle qu'un de vos salariés a été très rapidement directeur de cabinet du ministre Majoubi. Donc apparemment, il y a quand même des liens assez forts entre votre cabinet et la campagne présidentielle. Merci. Madame la sénatrice, je répondrai en 3 temps. Déjà, je le répète, c'est vrai que nos statuts nous interdisent de travailler, que ce soit à titre payant ou en pro bono, pour des organisations politiques ou des hommes politiques. Donc nous ne le faisons pas, nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Ensuite, comme vous le savez, la loi française est extrêmement protectrice des libertés individuelles de chacun à pouvoir participer à des activités politiques, associatives ou collectives. Et donc moi, en tant qu'employeur, je ne suis pas habilité, ne serait-ce qu'à demander à une personne si elle exerce des activités ou une implication politique. Voilà. Et donc à ce titre, je ne suis pas en état, moi, de pouvoir, et même serait-ce pouvoir donner des instructions dans un sens ou dans l'autre par rapport à une activité politique qui relève du registre individuel. Et puisque la question m'a aussi posée à titre individuel, moi, depuis ma vie d'étudiant, j'ai toujours considéré qu'à côté de mon activité professionnelle, je souhaitais avoir des activités associatives au profit de collectif. Donc j'ai participé à travers ma vie, effectivement, à des associations, notamment en temps réel que vous mentionnez, et j'ai pu avoir aussi des activités à titre strictement personnel de nature politique. Nous entendons bien, je crois, cette liberté fondamentale de chacun de s'engager à côté de ses activités professionnelles. Cependant, il faut que ces choses-là puissent être contrôlées, évidemment. Donc, votre réponse suppose-t-elle que vous avez les moyens du contrôle de l'implication horaire de vos salariés pour garantir que quand ils sont sur le type d'activité dont parlait Madame la sénatrice Goulet, ils ne sont pas dans le cadre de leur occupation professionnelle? Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Et pas préciser, la condition de cette liberté individuelle est bien sûr de ne utiliser en aucune manière les ressources collectives de notre institution et que l'engagement soit fait en dehors du cadre professionnel. Et je tiens aussi à souligner en dehors et respecte strictement les obligations de confidentialité à l'égard des projets qui peuvent être conduits. Donc ça, vous avez raison, Monsieur le Président. Comment est-ce que vous contrôlez concrètement la bonne application de ce principe tout à fait sain par ailleurs? Nous pouvons contrôler l'usage des moyens qui ont été mis à disposition par McKinsey à l'intention de ses salariés. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Goulet, sur le sujet? Non, pour simplement préciser, puisque Monsieur Majoubi n'est plus ministre, est-ce que celui de votre salarié qui était devenu son directeur de cabinet est-il revenu dans votre société? Alors, Madame la sénatrice, déjà, je pense que la personne à laquelle vous faites référence n'était pas directeur de cabinet.
vous invite à vérifier ce point. Ensuite, je l'ai redit, nous, moins d'1% de nos effectifs sont actuellement dans le secteur public. Voilà, donc ça vous donne quand même une idée du fait que ça reste extrêmement marginal par rapport à l'évolution des collaborateurs. Et il n'y a pas d'aller-retour. Et je dois également dire que moi, en tant qu'employeur, je n'ai ni contrôle non plus sur les choix individuels qui sont faits des personnes qui quittent notre cabinet, Madame la sénatrice. Si on reste sur ce sujet-là, vous avez vous-même, Monsieur Tadjedine, participé aux travaux de la commission Attali pour la libération de la croissance française. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel était le véhicule juridique de cette prestation ? Était-elle gratuite ou pas ? Et est-ce que vous pouvez préciser si des consultants de McKinsey, en tant que salariés de McKinsey, ont été mobilisés ou si d'autres consultants l'ont été, mais sur leurs heures de liberté, si je puis dire ? Donc, vous faites référence effectivement au support que nous avons apporté aux travaux de la commission Attali. Ça devait être effectivement dans les années 2008 et une deuxième en 2010, 2011. Ce support, ça a été fait dans le cadre d'un projet pro bono. Donc, pour le coup, c'est un projet qui a été fait, qui a été validé par la direction du bureau de Paris, dans lequel il y a eu une mobilisation de conseils pour pouvoir accompagner les travaux de la commission à travers des analyses de recherche, au même titre que d'autres cabinets ont contribué à ces travaux. Je pense notamment à Accenture, Capgemini également que vous avez auditionné. Il y avait ainsi un certain nombre de cabinets qui avaient décidé de mobiliser des équipes en support aux travaux de la Commission, Monsieur le Président. Et il y avait un contrat même dans cette activité gratuite ou pas ? Je l'ignore, Monsieur le Président. À l'époque, j'étais jeune consultant et donc c'est pas mon rôle d'avoir contracté à cette époque-là. Christine Lavarde pour les questions suivantes. Oui, merci. Deux questions qui s'inscrivent exactement dans la suite de celles qui viennent d'être posées. La première pour Monsieur Landon, qui en 2017, enfin un peu avant 2017, a travaillé à une publication de l'Institut Montaigne qui se voulait un peu plateforme programmatique en vue de la campagne présidentielle. J'ai bien entendu la réponse de Monsieur Tadjedine qui dit que vous faites ça sur votre temps personnel, que vous ne devez pas utiliser l'information dont vous disposez, mais pour autant, votre notice biographique sur la page de McKinsey fait état quand même de votre participation, notamment à la commission, alors je voudrais pas, sur l'avenir des centres hospitaliers universitaires. Donc vous aviez déjà, et c'était en 2009, largement travaillé sur le secteur de la santé. Comment faites-vous alors pour être totalement nouveau quand vous arrivez sur ce sujet et ne faire abstraction de tout ce que vous avez pu consulter comme masse de données avant pour les clients publics pour lesquels vous avez travaillé. Et donc, est-ce que vous estimez qu'effectivement, c'est à des auditeurs ou à des conseillers du secteur public de venir faire des propositions pour l'évolution de la politique publique, alors même que certaines que vous faites créer derrière des marchés pour vous-même, puisque quand vous proposiez en 2017 d'ouvrir les données de santé, comme on sait tous où en était l'État, encore plus à cette époque-là, pour l'informatisation et la numérisation, on voit bien que derrière, ça donnait un débouché au secteur des cabinets de conseil. Donc ça, c'était ma première question. Et ma seconde serait, si vous pouvez le faire, vous nous avez parlé de vos actions pro bono. Est-ce que vous êtes capable de nous dire combien vous en avez faites, dans quel secteur des politiques publiques et pour quel montant cumulé? Et est-ce que certaines de ces prestations pro bono ont débouché par la suite sur des prestations payantes? Monsieur Landon, peut-être d'abord. Oui, merci Madame la sénatrice. Je vais répondre à la première partie de la question et peut-être mon collègue Karim Tadjedine répondra sur la deuxième partie. Donc pour ce qui est des travaux de l'Institut Montaigne, donc l'Institut Montaigne qui est un think tank indépendant dont sont membres de nombreuses sociétés. Donc McKinsey est membre du think tank l'Institut Montaigne. Et donc à ce titre, nous participons régulièrement à un certain nombre des travaux de réflexion qui sont menés par ce think tank. Et donc en l'occurrence, effectivement, ce travail-là, j'ai contribué à des travaux qui étaient des travaux collectifs, qui ont mobilisé, alors je ne saurais pas vous dire les chiffres exacts, mais plusieurs dizaines d'experts venant de tous bords, qui ont comporté un grand nombre d'auditions. Voilà. Et donc c'est ces travaux collectifs
qui n'étaient pas des travaux de McKinsey, mais bien de l'Institut de Montaigne, think tank indépendant, auquel j'ai contribué et auquel j'ai effectivement amené mon expérience des années d'appui aux acteurs du secteur. Deuxième point de précision, par contre, comme encore une fois ça a été précisé dans le propos liminaire, nous interdisons absolument d'utiliser des données confidentielles que nous aurions pu collecter au cours de nos travaux clients pour d'autres travaux, pour d'autres clients. Et donc ça a été également le cas dans ce cas de figure-là. Madame la sénatrice, s'agissant de votre question sur les pro bono, nous effectuons de l'ordre de 2-3 projets pro bono par an qui sont décidés par la direction générale de McKinsey France sur la base des orientations globales. Nous n'avons, à ma connaissance, jamais fait suivre un pro bono d'un projet payant, Madame la sénatrice. Quand vous nous dites 2 ou 3 par an, c'est tant pour les administrations centrales que pour des centres hospitaliers, tout ce qui est public. Tout ce qui est public et associatif. C'est la totalité des projets pro bono. Y compris les entreprises publiques ? Ah oui. À ma connaissance, jamais fait de projet pro bono pour les entreprises publiques. Madame la rapporteure. Oui, avant d'en venir des questions plus précisément sur la crise sanitaire, j'ai une autre question dans la lignée de celle que l'on a posée. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous affirmer que McKinsey a participé depuis 2018 à l'organisation des sommets Tech for Good pour l'Élysée ? Si oui, pourquoi et quel a été précisément votre rôle? Et McKinsey, si c'est oui, aurait été chargé de préparer les débats et de suivre le respect des engagements financiers des participants. Donc, toujours dans la même lignée, combien d'événements sont concernés, pour quel montant? Et est-ce que McKinsey aurait donc, si la réponse est oui, consenti à des prestations pro bono dans ce cadre? Et là-dessus, Madame la rapporteure, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, nous avons effectivement accompagné sous forme de pro bono l'événement Tech for Good depuis 2018. Notre rôle, parce que vous le savez, donc, le sommet Tech for Good, c'est environ 80 entreprises, associations qui se réunissent pour prendre des engagements collectifs du côté du secteur privé pour faire en sorte que les progrès de la technologie bénéficient au plus grand nombre. Donc un certain nombre de thématiques, il y a 5 thématiques qui ont été identifiées pour l'engagement en faveur de la diversité, de l'inclusion économique. Et l'objectif, c'est que les participants à ces différentes thématiques prennent des engagements qui sont suivis d'année en année. Voilà, donc nous effectuons un support pour aider à la préparation des ateliers thématiques en rassemblant des bases factuelles, et ensuite à mettre en place des outils pour suivre dans la durée les engagements qui sont faits par les acteurs du secteur privé. Cet engagement est fait sous forme de pro bono, parce qu'on considère que ça fait partie de notre engagement également pour essayer de mobiliser le secteur privé sur ces thématiques d'engagement sociétal. Est-ce que ça donne aussi lieu à une contractualisation quelconque ? Nous avons, la première édition, ce n'était pas contractualisé. Depuis lors, nous contractualisons. Il y a un contrat qui se spécifie. Il y a un document qui décrit les objectifs. Exactement. C'est de l'État, c'est l'Élysée qui vous passe commande ? Je ne sais pas avec qui nous contractons, je sais, puisque un certain nombre d'administrations sont engagées. En tout cas, c'est l'acteur public. C'est l'acteur public. Et ce contrat, et pour moi, c'est ce que j'indiquais dans mon liminaire, c'est important, nous expliquons pourquoi nous le faisons, pour bien préciser que c'est un engagement sociétal sans aucune attente de contrepartie, quel est notre périmètre de responsabilité. C'est toujours en cours ? Le dernier sommet a été annulé. Comme vous le savez, compte tenu de la crise sanitaire, je ne sais pas quels sont les projets concernant l'évolution de ce sommet. Parce que c'est à revoir annuellement. Exactement. Madame le rapporteur. J'en viens maintenant à des questions, mais si des collègues ont d'autres questions dans la même lignée, peut-être pour rester dans le champ. Je vais passer la parole à Jérôme Bachet Jérôme, tout d'abord, et après Madame. Voilà, oui. Jérôme Bachet. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Tadjedine nous avait dit tout à l'heure que, avec ma collègue Christine Navarre, nous avons déjà appartenu à une commission d'enquête sur les allers-retours entre le public et le privé. Vous avez dit que vous aviez 1% à peu près de vos effectifs, ce qui est effectivement assez peu, raconté comme cela, qui proviendrait du secteur public, sauf que tout dépend quel est le pourcent dont il s'agit. J'en veux pour exemple, et je vais vous interroger vous-même, vous avez
coécrit, je crois, un ouvrage, vous avez participé à l'écriture d'un ouvrage avec M. Thomas Cazenave, qui était directeur interministériel de la transformation publique, donc celui qui donne les crédits pour faire des études à des cabinets de conseil. Vous avez, je crois, coécrit un ouvrage, donc vous le connaissez. Quelles règles, à titre illustratif, déontologiques, avez-vous pu mettre en place dans ce cadre-là, entre, je veux dire, vos écritures ou vos amitiés communes et les contrats qui ont pu être passés à ce moment-là? Je précise, Thomas Cazenave n'a jamais été membre de nos effectifs. Donc ça, déjà pour le préciser, donc je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, monsieur le sénateur. Je vais la redire plus précisément. Vous avez coécrit un ouvrage avec lui, vous êtes prestataire de la DITP dont il était le directeur interministériel, le délégué, pardon, interministériel, pour être précis. Est-ce que vous aviez mis une relation, j'allais dire, comme on dit dans d'autres endroits, une muraille de Chine entre vos différentes activités? Est-ce que vous êtes déporté? Comment ça se passe? Alors, comment bien sûr, bien sûr, c'est juste à titre illustratif. Vous ne voyez pas une question personnelle. Tout à fait légitime. Alors, déjà, une précision. J'ai pas coécrit avec le livre. Le livre avait été préparé par Thomas Cazenave et il y avait une quinzaine de contributions. Une de contributions, mais au même titre qu'un certain nombre d'autres acteurs qui étaient engagés sur le sujet de transformation publique. Et à l'époque du livre, puisqu'on parle 2014, quand le livre a été constitué, et après 2016, Thomas Cazenave n'était pas du tout en poste à la DITP. Je précise juste ce point. Vous avez raison. Ensuite, du coup, je n'ai eu aucune relation ni économique ni quelle que soit avec Thomas Cazenave. Il était responsable de la chaire de transformation publique au sein de Sciences Po et à ce titre, il a contacté un certain nombre d'acteurs pour réfléchir à l'avenir de la fonction publique. Donc je n'ai eu aucun intérêt. Ensuite, lorsque d'autres cas se sont passés, c'est-à-dire quand il peut y avoir une présomption, une perception de potentiel conflit d'intérêt, je pense que la règle est que le décideur public se déporte, voilà, et ne participe pas à la prise de décision. Et il me semble que cette règle, et dans d'autres conditions, est suivie de manière assez rigoureuse du côté de l'administration, monsieur le sénateur. Merci. Je vais donner la parole à Nicole Duranton. Il y a d'autres collègues qui l'ont demandé, on ne les oublie pas, mais ensuite on fera un retour à Madame la rapporteure sur des questions liées à la crise sanitaire. Après, je reviendrai vers vous. Madame Duranton. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, j'aurais une question. L'influence d'un cabinet de conseil peut tendre à l'hégémonie. Pensez-vous qu'il faudrait établir en France un système de contrôle donc, de la répartition des marchés publics de conseil, un peu comme sur le modèle de contrôle européen de la formation des cartels économiques? Je vous remercie. Je pense qu'effectivement, c'est important qu'il y ait une pluralité d'interventions de conseils auprès du secteur public. Je pense qu'aujourd'hui, la structuration qui est retenue, je prends l'exemple du contrat cadre avec la DITP, est construite dans cette perspective, puisqu'il y a une rotation entre les titulaires et une règle d'équilibre de charge qui est opérée. Donc, j'ai le sentiment, Madame la sénatrice, que ça a été mis en place. Et c'est vrai que quand on regarde l'ensemble du marché accessible aux décideurs publics, ils ont aujourd'hui la capacité à choisir dans une vingtaine d'acteurs. Et il ne me semble pas qu'il y a de situation forte qui soit prise entre les acteurs de ce marché. Madame la sénatrice. Je voudrais prolonger un petit peu la question de Madame la sénatrice Duranton. Est-ce que l'essentiel ou la quasi-totalité, je crois vous l'avoir entendu dire tout à l'heure, de vos marchés sont dans le cadre de ces accords cadres-là, DITP, ou est-ce que vous avez quand même des marchés résiduels qui sont passés directement par certaines administrations? Quelle en est à peu près la proportion? Et d'autre part, quand vous êtes attributaire, vous allez nous le confirmer, dans le cadre du marché DITP, c'est une attribution au tourniquet, c'est-à-dire chacun son tour. Est-ce que, dans quelle proportion est-ce qu'il vous arrive d'avoir recours à la sous-traitance ou d'être sollicité en sous-traitant dans ces marchés-là? Sur la quasi-totalité de nos prestations, je veux dire presque la totalité, transite à travers les grands contrats cadres. Donc les contrats cadres, vous avez le contrat cadre de la DITP, Monsieur le Président, le contrat cadre de l'UGAP, et aussi également le contrat cadre qui a été mis par la direction des achats de l'État. Nous n'avons pas, à ma connaissance, de contrat maintenant direct avec ces administrations. Et ces trois accords cadres fonctionnent au tourniquet? Alors non, le contrat cadre DITP fonctionne au tourniquet. Sur les autres lots, les autres appels d'offres, c'est par lot, par type de prestation.
qui peut être sollicité. Sur votre deuxième question, Monsieur le Président, sur la sous-traitance, nous, notre politique est de... quand on répond à ces appels d'offres, on met en place des groupements, c'est-à-dire pour s'assurer qu'on est capable de proposer, au-delà de nos compétences internes, un réseau de sous-traitants, notamment locaux, et qui sont capables d'apporter des prestations spécifiques. Du coup, je pense que le montant des prestations est, selon les appels d'offres de sous-traitance, entre 5 et 10%, mais c'est une part qui reste assez faible des volumes effectués. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que vous faites appel à la sous-traitance Oui. Pour à peu près 5 à 10% des montants. Exactement. Et c'est relativement marginal. C'est relativement marginal et c'est vraiment en cas de besoin d'expertise spécifique qu'on n'est pas capable d'apporter en interne. Et est-ce qu'il vous arrive, à l'inverse, d'être sollicité par d'autres cabinets? Extrêmement rarement. C'est peut-être arrivé une ou deux fois. Ça reste marginal et très marginal. J'enregistre la réponse. Très marginal. On va revenir à Madame la rapporteure et pour quelques questions autour de la crise sanitaire et ensuite je reprendrai les questions de nos collègues dans l'Assemblée. Oui, si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais rebondir sur la question qu'a posée Monsieur Bacher à Monsieur Tadjeline. C'est à propos de votre participation à l'ouvrage qui s'appelait, je crois, l'État en mode start-up. Avec M. Cazenave, et dites-moi si je me trompe, mais je crois que vous l'avez connu aussi lors de la rédaction du rapport Attali. Je ne suis pas... Non ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? D'accord. Donc, j'en viens à la crise sanitaire. Donc, vous auriez perçu, enfin, McKinsey, pas vous directement, plusieurs millions, 13,5, nous dit-on, pendant la crise sanitaire, essentiellement à partir de décembre 2020, pour l'organisation de la campagne vaccinale. Je voudrais savoir quel a été le rôle exact de votre cabinet dans la définition et la conduite de la politique vaccinale. Quelle est l'expertise donc de McKinsey, qui est un cabinet généraliste? Donc, c'est quoi son expertise sur cette question qui est quand même très spécifique? Et enfin, l'intervention de McKinsey a-t-elle permis de rattraper les retards dans le début de la campagne de vaccination dans notre pays? Merci. Merci Madame la rapporteure. Je vais me prendre cette question. Effectivement, nous avons été sollicités fin novembre 2021 pour venir en appui des équipes du ministère dans le déploiement de la campagne de vaccination Covid-19. Et peut-être, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions également lors des auditions précédentes là-dessus. Donc, si vous me permettez, je prendrai un petit peu de temps pour bien expliciter le rôle que nous avons joué et peut-être également à travers là illustrer un certain nombre des principes d'intervention que mentionnait mon collègue Karim Tadjeddine tout à l'heure. Et donc, si vous voulez bien, je voudrais d'abord revenir sur le cadre et le contexte de la mobilisation et du coup préciser un peu les expertises qu'on a mobilisées à ce moment-là en complément de celle du ministère. Et puis ensuite, j'amènerai quelques éléments de précision sur notre intervention, ce qu'elle a compris et les éléments qui en étaient exclus. D'abord, pour rappeler que sur le plan contractuel, donc ces prestations se sont faites dans le cadre du marché des ITP, dont on a parlé précédemment. Et donc le contexte dans lequel on est arrivé, donc à partir de début décembre, il a fallu très rapidement bâtir en l'espace de quelques semaines, puisque les premières injections ont lieu à la fin du mois de décembre, un réseau de distribution de plus de 20 000 points de vente, 2000 centres de distribution, en mesure de prendre des commandes de près de 90 000 professionnels, avec des enjeux très très forts de délai et de qualité de service, avec des produits dont la logistique était complexe, donc plusieurs circuits de distribution, plusieurs vaccins, avec pour certains des contraintes de stockage à moins 80, avec des contraintes dans les temps de transport maximum, afin que les vaccins ne se détériorent pas. Et donc il a fallu, en l'espace de quelques semaines, donc bâtir ce schéma-là. Ensuite, entre janvier et avril, il a fallu en gros chaque mois doubler le volume des injections et donc des livraisons et des volumes à transporter. 1,5 million de doses en janvier, 12 millions en avril et même 18 millions en juin et juillet. Il a aussi fallu que le ministère bâtisse un système qui lui permette de coordonner
avec des échelles de temps extrêmement rapprochées, à peu près, probablement de l'ordre de 250 000 personnes qui étaient impliquées dans cette campagne de vaccination. Et je dois dire qu'on a été très fiers, et je reviendrai sur le rôle spécifique qu'on a joué, d'avoir eu l'occasion de participer à cette campagne et d'aider à ce que les résultats ambitieux soient atteints. Aujourd'hui, en un an, il a été fait 125 millions d'injections, là où la campagne annuelle vaccinale contre la grippe, c'est de l'ordre d'une dizaine de millions d'injections. Donc des enjeux majeurs et une mobilisation en appui, en complémentarité des ressources qui ont été mobilisées au sein du ministère et du grand nombre d'acteurs qui étaient mobilisés, à l'appui de résultats tangibles. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre d'expertises en termes de logistique, en termes de campagne de vaccination et de gestion de crise, et également dans la gestion de projets de grande ampleur et de grande complexité. Il faut avoir en tête que concevoir une telle infrastructure opérationnelle dans des délais aussi courts, c'est un enjeu auquel une administration n'est confrontée que de manière très épisodique. Et j'ai envie de dire heureusement. Or, c'est une typologie de projet que nous conduisons régulièrement. Juste pour vous donner une idée, sur les 6 dernières années, nous sommes intervenus dans la reconfiguration de quelque chose comme 700 chaînes logistiques mondiales. Et donc c'est cette expertise-là qui nous a permis de... Pardonnez-moi de vous interrompre un instant, mais ça c'est justifié par le fait qu'il y avait beaucoup de lieux de distribution, d'acteurs variés pour effectuer la vaccination. Mais ce choix, c'est un choix qui a été fait de ce type de distribution de vaccins. On a vécu une autre situation en 2009-2010, au moment de l'épisode de grippe H1N1, où le choix avait été radicalement différent et entièrement géré par l'administration de ce pays, de faire de ce qu'on appelait des vaccinodromes, entre guillemets. Donc, est-ce que vous avez participé à la décision, enfin, en tout cas, par votre expertise, par des éléments que vous auriez amenés à l'administration, pour faire ce choix de ne pas reproduire le schéma vaccinodrome de la grippe H1N1 pour un choix de diffusion beaucoup plus complexe à gérer? Merci, Monsieur le Président. Alors, pour être vraiment très clair là-dessus, parce que beaucoup de choses ont été dites, nous n'avons pas eu de rôle dans la définition de la stratégie vaccinale en tant que telle. Notre rôle a été dans l'opérationnalisation des choix. Dans la logistique, finalement. Voilà, dans l'opérationnalisation de toutes les décisions et toutes les actions qui ont suivi ces choix-là. Et donc, les choix tels que qui vacciner dans quel ordre, quel vaccin utiliser, quels devaient être les lieux de vaccination, quels effecteurs devaient être mobilisés les décisions sur le pass vaccinal, les actions de communication, tous ces éléments-là étaient exclus de notre périmètre d'intervention. Et donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Et du coup, ce que nous avons fait très concrètement, c'est d'appuyer la task force interministérielle sur trois volets. Un, le cadrage opérationnel et la mise à l'échelle de ces flux logistiques. Et donc ça a été un appui à la mise en œuvre de pilotes, puis de tests à l'échelle, puis des différents schémas logistiques. Et puis ensuite, la construction d'outils de pilotage qui permettent un ajustement en continu, de manière à s'assurer que la qualité de service soit au rendez-vous et qu'elle suive l'évolution de la campagne. À titre d'exemple, un des enjeux qu'on a eu en préparation de l'été, c'était d'anticiper les flux et les déplacements de la population pendant les périodes de vacances pour nous assurer que les vaccins soient là où se trouve la demande pendant l'été. Donc on a eu tout au long de la campagne des séries de sujets très opérationnels à gérer. Donc ça, c'est le premier élément sur le pilotage des flux. Ensuite, nous sommes mobilisés pour mettre en place et accompagner les processus et les outils de coordination de la campagne. Et donc au départ, de définir, et donc là vraiment dans une logique de gestion de projet, de définir les rôles et responsabilités afin que les centaines d'actions qui devaient être menées en parallèle le soient et soient instruites comme il se devait. Et puis ensuite, la mise en place du processus de suivi
de manière à ce qu'on puisse identifier très tôt où est-ce qu'il y avait éventuellement des déviations et des mesures correctives à apporter. Et puis, dernier point, sur le benchmarking, et donc une cartographie et un suivi en continu de l'avancement des campagnes de vaccination dans d'autres pays, à la fois pour éclairer les choix qui avaient été pris, et puis pour comparer l'avancement de la campagne française à ce qui se passait à l'international. Voilà. Sur la crise sanitaire, vous avez également eu une mission en janvier 2021 pour l'aide à la mise en place d'une tour de contrôle stratégique auprès de Santé publique France, accessoirement pour un montant de 605 000 €. D'après les informations que nous avons recueillies, vous avez participé à la mise en place et à l'animation de briefs quotidiens transverses internes à Santé publique France 2 fois par jour, à 9 h et à 15 h. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait concrètement cette mission, s'il vous plaît ? Bien sûr, Monsieur le Président. Assez vite, en fait, dès les premières semaines de la campagne, il est apparu que Santé publique France avait un rôle absolument central et qu'un grand nombre des actions et des activités tombaient sous leur responsabilité. Et tout ça avec, encore une fois, des enjeux de délai qui se mesuraient en heures plutôt qu'en jours ou en semaines, et dans un contexte de tension forte sur les ressources de SPF, tout simplement du fait de la grande quantité d'activités qui étaient à gérer en parallèle dans des délais extrêmement courts. Et donc c'est le ministère qui nous a demandé, et je pense que Madame Chen l'avait précisé lors de son audition, qui nous a demandé de venir mobiliser un appui complémentaire auprès de SPF pour effectivement appuyer ces travaux de coordination extraordinairement intenses, et j'insiste sur le côté absolument exceptionnel de la situation. Et donc il s'agissait de conduire des revues qui ont été appelées des revues d'anticipation. Et donc là, plusieurs fois par semaine, c'était un travail pour anticiper les problématiques ou les sujets qui pouvaient engendrer des risques opérationnels sur les activités de SPF et le schéma. Et donc, quelques exemples, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'anticiper la montée des cadences de livraison sur les capacités de stockage à moins 80 et à moins 20, sur la capacité de transport et la nature des transports nécessaires, sur la capacité des établissements pivots qui ont joué un rôle clé dans un certain nombre des flux logistiques. Enfin, voilà. Et donc s'assurer que, à chaque fois qu'une décision était prise au niveau ministériel, on prenait en compte toutes les implications potentielles qui risquaient de poser des difficultés. Cette tour de contrôle stratégique, en fait, c'est une déclinaison des questions logistiques que vous aviez en mission. Alors, la tour de contrôle qui a été mise en place effectivement au sein de SPF était une tour de contrôle, en tout cas c'est le terme qui avait été retenu, spécifiquement pour suivre et aiguiller tous les aspects logistiques. Donc il s'agissait bien de quelque chose de très opérationnel, de manière à coordonner encore une fois l'ensemble des actions qui étaient en cours. Et donc on parle au fond d'une fonction de gestion de projet. Voilà. Et là encore, pour vous donner quelques exemples du type de sujet sur lesquels cette tour de contrôle permettait de s'assurer que, encore une fois, les problématiques étaient anticipées et puis que tous les aléas qui se produisaient étaient gérés dans des délais qui permettaient d'assurer la bonne qualité de service. C'était sur les flux amont, donc dans l'approvisionnement des dispositifs médicaux notamment, de pouvoir réagir si un avion était bloqué, si un fournisseur avait un retard dans les livraisons. Comment est-ce qu'on anticipait, on gérait cette situation? Comment est-ce que dans les flux aval, on traitait les aléas dans les livraisons, dans les excursions de température éventuellement. Donc cette tour de contrôle, elle était là pour s'assurer de la coordination et de la gestion, encore une fois, dans des délais extrêmement courts, avec des des enjeux de qualité de service importants, pour faire en sorte que le résultat soit au rendez-vous. Et à côté de cette mission, il semble qu'un de vos collaborateurs a été mis à disposition de SPF et du ministère de la Santé pour assurer la coordination opérationnelle sur le volet logistique, approvisionnement, distribution des vaccins, ce qui a l'air d'être un peu le sujet que vous venez d'évoquer pour la tour de contrôle. Et cette personne qualifiée d'agent de liaison a fait l'objet d'une facturation pour 170 000 €. Alors comment est-ce que ça s'articule avec le marché précédent ? Oui, et en fait, l'articulation s'est faite dans le temps. Dans un premier temps, effectivement,
le ministère nous a demandé de venir appuyer cette coordination extraordinairement intense à partir de la mi-décembre. Et c'est cette fonction-là qui a été appelée agent de liaison. Et donc ça, c'était vraiment de s'assurer que ce dont je parlais tout à l'heure sur l'anticipation et sur la coordination d'actions qui étaient prises au sein du ministère, des ARS, de Santé publique France, et de s'assurer que cette coordination-là soit bien en place. Dans un deuxième temps, à partir de la mois de janvier... Excusez-moi, monsieur London, vous ne pensez pas qu'il y a au sein de notre administration, et particulièrement de notre haute administration, des fonctionnaires qui pourraient remplir ces missions, et notamment celle d'agent de liaison? Ça me paraît quand même assez étonnant qu'on puisse faire appel à un cabinet conseil pour faire la liaison entre deux... Merci Madame la rapporteure. Je ne m'attarderai pas sur le terme d'agent de liaison qu'on peut réinterroger. Mais encore une fois, cette nécessité de coordonner à des mailles, à l'heure près, une série d'activités très complexes en parallèle, a nécessité, encore une fois en complément de toutes les ressources qui étaient déjà mobilisées, et encore une fois dans un contexte de tension sur les ressources, de permettre de délivrer la qualité de service. Mais peut-être, Madame la rapporteure, pour aussi compléter ce point, la réponse est oui. Mais il faut revoir un peu dans le contexte, c'est que nous avons été appelés tout début décembre, et il fallait réagir très vite. Nous avons fait ce rôle de manière temporaire. Ensuite, notre rôle a été ensuite de faire monter une équipe dédiée qui a repris l'ensemble de ces tâches, et nous nous sommes désengagés. Voilà, si malheureusement la crise devait s'amplifier, nous ne l'espérons pas bien évidemment, chacune et chacun, il n'y aurait toujours pas au sein de l'administration des personnels pour assumer ces missions? Madame la rapporteure, là, nous, notre rôle non, de mais conseil... c'est une grande question quand même que nous avons. Moi, je vais vous dire aussi notre rôle, c'est qu'on a été appelé début décembre, il a fallu mobiliser pendant l'ensemble des vacances de Noël, une équipe d'une vingtaine de personnes pour permettre au lancement. Mais c'est ça le point. Ensuite, nous, et nous le disons, c'est pas notre rôle, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, d'exercer de manière durable ces missions. Donc notre rôle a été ensuite de faire monter et de construire une équipe qui ensuite opère et traite dans la durée. Et pour répondre à votre question, oui, madame, il faut que le ministère de la Santé ait la capacité à déployer des équipes pour faire face à ça. Je voudrais revenir sur les explications données par M. London sur ces deux missions-là. Je vais très simplement essayer de reformuler pour mettre à l'épreuve ce que j'ai compris de ce que vous avez voulu dire. Il y a une première mission qui est en quelque sorte une préfiguration, et elle s'avère insuffisante en dimensionnement, et on enchaîne, on continue avec quelque chose d'un peu plus robuste, tel que la tour de contrôle. C'est à peu près ça, sous votre contrôle. Mais à ce moment-là, il faut m'expliquer comment tout ça est compatible avec le système de tourniquet dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire vous êtes appelé successivement 2 fois pour des missions, alors que j'avais compris, moi, que dans le cadre de l'accord cadre, ça tournait. Le principe du tourniquet, Monsieur le Président, c'est que quand il y a une continuité de projet, le cabinet demeure. Parce qu'il faut aussi, vis-à-vis de l'administration, de ne pas faire de rupture de charge. Je pense que ça aurait été assez inexplicable au milieu de la crise de faire une transition. Ça peut s'entendre, mais c'est un tourniquet ce qui est à géométrie un peu variable en fonction de ce que vous venez de dire. Non, Monsieur le Président, c'est prévu dans le texte qui définit le cahier de charge, c'est que lorsque le principe de continuité justifie le maintien du titulaire, il demeure. C'est prévu. J'ai encore une question avant qu'on reprenne des questions de nos collègues là, sur cette question sanitaire. Je voulais savoir si vos consultants ont eu physiquement accès à la cellule interministérielle de crise. Si c'est le cas, est-ce qu'il y avait des procédures de sécurité, de vérification qui ont été prévues au préalable? Parce que d'après les informations que nous avons recueillies, vous avez par exemple appuyé la task force dans la synthèse et la préparation de réunions ou de comités clés, ce qui supposait donc cette présence. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ces points? Merci Monsieur le Président. Donc le travail de l'équipe s'est fait au sein du CRDM, où est toujours basée la task force interministérielle de gestion de la crise. Et donc c'est là que l'équipe a joué son rôle. Avec après un accès aux salles de réunion lorsqu'il y avait des réunions, mais c'est au sein du CRDM et là où se situe la task force interministérielle que nous avons. Et ensuite,
pour compléter... La réponse est oui, vous avez eu accès. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y avait des procédures particulières de sécurité ? Donc l'ensemble, chacun des consultants qui a été mobilisé a rempli une déclaration d'intérêt préalablement aux travaux. Et puis ensuite, l'accès au CRDM est protégé par des badges. Donc l'équipe a eu au même titre que les agents qui y travaillent un badge. Voilà. Peut-être juste pour préciser, parce que le CRDM, c'est le centre de réponse qui est situé au niveau du ministère de la Santé. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, Monsieur le Président, mais nous avons toujours travaillé dans les locaux du ministère de la Santé. Voilà. Uniquement. Et nous n'avons pas eu accédé, si vous voulez faire référence à des centres de réponse de crise qui seraient basés à d'autres endroits, non. Notre rôle n'a jamais participé au Conseil de défense. Jamais. Non, jamais. C'est-à-dire, là-dessus, il faut être très clair. Notre rôle a été d'aider des équipes de task force vaccinale qui sont basées au sein du ministère de la Santé. Donc nos équipes étaient basées là, aux côtés des équipes du ministère de la Santé, et travaillaient avec un badge et les questions de sécurité applicables à l'ensemble des salariés. Et une dernière question sur la crise sanitaire. Est-ce que vous êtes encore sur des missions liées à la crise sanitaire aujourd'hui ? Oui. Donc, fin décembre, le ministère nous a sollicité pour venir apporter un appui complémentaire de manière ponctuelle à la task force dans le contexte de l'augmentation de la pression épidémique et du rebond, et pour un appui très ponctuel dans l'accélération de la campagne de rappel, de manière à faire en sorte que chaque Français ait pu bénéficier d'un créneau de rappel avant la fin janvier. Donc on intervient maintenant, mais encore une fois de manière très ponctuelle, en appui. Donc l'agent de liaison, les missions de l'agent de liaison sont terminées ? Les missions de l'agent de liaison sont terminées, les missions en appui de la tour de contrôle chez SPF sont arrêtées. Qui assume cette responsabilité dorénavant ? Absolument, et peut-être j'en profite pour préciser que systématiquement, nous avons travaillé à développer les compétences des équipes au fur et à mesure qu'elles se sont constituées, étoffées, et d'assurer le transfert de tous les outils, modèles, etc. qu'on a construits aux équipes de la task force et aux équipes de SPF. Donc il y a eu aussi ce souci de faire en sorte que l'ensemble des activités soient repris à leur compte par les agents publics. Merci. Stéphane Sautarel, maintenant. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais une question un petit peu plus large sur le modèle économique, en fait, puisque vous nous avez dit, si j'ai bien entendu, que le pôle public représente à peu près 5% de l'activité du cabinet, et que vous aviez des prix qui étaient de 15 à 20% inférieurs lorsque vous interveniez sur le public par rapport au secteur privé. Par ailleurs, mais vous y êtes largement revenu depuis sur les pro bono, qui sont donc des interventions gracieuses, et vous les avez présentées comme répondant à l'impact social ou sociétal que votre société poursuit. Simplement, vous avez cité quelques exemples type JO sur lesquels je m'interroge, parce que ça pourrait être effectivement un marché intéressant, important. Or, vous avez dit que vous n'aviez pas de mission marchande après des interventions pro bono. Du coup, ma question, elle est sur le modèle économique qui est le vôtre pour engager des moyens pour 5% de l'activité à un prix inférieur aux autres interventions. De plus, avec une matrice des risques, peut-être aussi qui accroît, je dirais, le coût pour la société de cette intervention. Donc j'aurais aimé que vous nous éclairiez sur ce point-là. Merci. Merci, monsieur le sénateur. C'est effectivement une question très juste. Je reviens à ma connaissance. Nous n'avons pas fait de projet pour les JO payants à la suite de cette mission. Juste aussi pour clarifier, c'était une mission qui était au moment du dépôt de la candidature. Donc c'était aussi très en amont de ce qui se passe aujourd'hui. Je reviens sur effectivement cette problématique de pourquoi nous souhaitons agir. Je pense que le secteur économique, le public, représente quand même un enjeu fondamental de notre économie. Nous estimons, nous, en tant que quantité, que c'est important d'accompagner les responsables publics de ce secteur
dans la réussite de projets qui sont majeurs. On a parlé de l'exemple de la vaccination pour l'ensemble du bien-être collectif et l'ensemble du secteur. Donc ça a été un choix fait collectivement par le Bureau de Paris d'accepter des conditions économiques dégradées pour pouvoir y opérer. Ceci étant dit, je pense qu'effectivement, et le président du Syntec a fait référence à un certain nombre de cabinets aujourd'hui n'y sont pas présents. Je pense que c'est aussi important, du point de vue du secteur public, d'assurer des conditions qui permettent d'avoir un certain nombre de partenaires engagés dans la durée, dans des conditions économiques viables pour les accompagner sur ce sujet. Voilà, monsieur le sénateur. On va prendre encore des questions de nos collègues et puis on reviendra à la rapporteure. Donc Laurent Burgoa, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président, madame le rapporteur, messieurs les directeurs. J'aimerais revenir, monsieur le directeur Tadechine, sur une question que vous a posée notre président. C'était par rapport, donc, lorsque certains de vos salariés pourraient avoir un conflit d'intérêts entre activité professionnelle et activité, on va dire, extra-professionnelle, associative, voire politique. Vous avez répondu à notre président que vous contrôlez. Je vous en remercie de votre réponse. Mais j'aimerais approfondir, c'est de quelle manière préciser. Et si, par exemple, vous avez une preuve écrite de ce contrôle-là, est-ce que vous pourrez la fournir à notre commission d'enquête? Je vous remercie. Écoutez, oui, je pense qu'on reviendra à vous sur ce point, mais les engagements que j'ai indiqués font partie du code de conduite qui sont signés par l'ensemble de nos salariés. Voilà. Et nous mettons en place, typiquement, là, en préparation de la campagne, nous avons réexprimé les principes très nets qui encadrent la participation à des campagnes, et nous les suivrons, monsieur le sénateur. Je ne sais pas si la réponse satisfait le sénateur Burgoa. La question, elle est très concrètement, est-ce que vous avez les moyens de suivre le temps des présences de vos salariés et le temps qui est dû à votre société par rapport à ce qui peut être fourni gratuitement? Nous suivons, ah oui, nous avons un système de suivi effectivement fin, et le dit alors j'ai utilisé, excusez-moi, on a essayé de l'éviter des termes de jargon, mais de staffing, c'est-à-dire que quand un consultant est affecté à un projet, en fait, il est marqué dans nos bases comme affecté à un projet. Voilà. Et donc, on peut effectivement tracer le fait que des consultants, à quelle mission ils étaient affectés à un moment donné. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement auditable dans nos bases. Donc, en fait, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez pointer des salariés de ce niveau-là, on va être très clair. Mais ce que vous nous dites quand même, c'est qu'à travers les quantités de travail affectées à vos salariés et le rendu donc, que vous avez grosso modo le contrôle du fait qu'ils ont bien effectué les missions pour lesquelles ils sont payés par McKinsey. Exactement, c'est-à-dire que moi je sais que tous nos consultants à un moment donné sont affectés à une tâche, donc je sais qu'il est alloué à cette tâche. Et ensuite, ce que je ne sais pas vous dire, monsieur le sénateur, c'est que s'il utilise son téléphone personnel pendant les horaires de travail pour faire des missions associatives ou collectives, ça je ne peux pas le tracer. C'est ça votre point, et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Mais en tout cas, Ok. Sénateur Patrice Joly, maintenant, et puis Nathalie Goulet pour un complément de question. Après, on reviendra à madame la rapporteure. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs. Je voudrais savoir, pour le comité d'action publique, monsieur Thomas Landon a été membre de ce comité. Et je regardais un peu les critiques qu'il y a pu avoir par rapport aux propositions qui ont été mises par ce comité en matière de transformation publique. C'est qu'il y avait d'abord une vision essentiellement budgétaire des missions de service public. Et à partir de là, je voudrais vous poser la question suivante, sachant que la neutralité intellectuelle n'existe pas, même si l'honnêteté et la rigueur intellectuelle peuvent se cultiver, bien évidemment. Sur la conception et la vision de la société, j'aimerais savoir comment vous positionnez le cabinet McKinsey sur le plan idéologique et philosophique, sachant au surplus les liens institutionnels ou personnels à travers les membres de McKinsey, dans lien par rapport à certains clubs de réflexion. On a évoqué l'Institut Montaigne tout à l'heure. Il y a aussi donc également le think tank Entre-temps, dont le positionnement intellectuel et idéologique est clairement déterminé. Merci.
Monsieur le sénateur, je ferai une première réponse générale et ensuite Monsieur Thomas London répondra plus spécifiquement sur CAP 22. Je pense que la question que vous posez est très fondée, c'est-à-dire de savoir un peu la neutralité de notre posture et également les éléments éventuellement d'idéologie implicite qu'on peut embarquer à travers nos travaux et nos recommandations. Et je pense que c'est un point qui est important parce qu'il faut aussi, nous, qu'en permanence, on s'interroge sur ce qu'on peut embarquer, notamment de manière implicite. Et à ce titre, il faut que des travaux de sociologie comme ceux de Philippe Bézet sur la réforme de l'État ou d'autres travaux récents sur le New Policy Management sont une source de réflexion très importante pour nous. Alors, je pense qu'il y a 4 points, pour moi, qui sont importants, en tout cas, clarifier. Et je l'ai dit en introduction, il y a souvent cette critique dans la New Policy Management qui recouvre plusieurs critiques. Nous, notre point est de ne jamais considérer le secteur public comme une entreprise privée. Voilà. Et ça, je le dis clairement, et de pouvoir croire qu'on peut transposer des solutions applicables au secteur public. Ceci étant dit, quand on regarde les processus métiers, il y a un certain nombre de processus qu'on peut retrouver dans certaines industries. Je prends un exemple, celui dans le traitement des dossiers, une grande partie de s'assurer de la complétude des dossiers des différentes étapes. Ce sont des types de processus qu'on retrouve dans d'autres secteurs, dans l'assurance, le secteur bancaire. Et donc à ce titre, c'est aussi intéressant de réfléchir sur quels peuvent être les enseignements au niveau des processus métiers qui peuvent être pertinents pour des décideurs publics, mais en les amenant de manière contextualisée. Je pense que le deuxième élément, un peu d'idéologie sur lequel il faut être présent, nous ne pensons pas non plus qu'on peut transposer des solutions d'autres pays au contexte national français. C'est-à-dire que le contexte est vraiment le fruit d'histoires longues. C'est pour ça que nous avons fait le choix de créer il y a plus de 15 ans dans un secteur public en France, pour pouvoir s'ancrer auprès de ses clients. Ceci étant dit, là aussi, il y a l'administration française de très grande qualité, il y a d'autres administrations de grande qualité qui sont confrontées à peu près au même type de problématiques. Et donc, c'est vrai que pouvoir apporter à des responsables opérationnels, métiers, les solutions qu'on peut trouver par d'autres pour répondre aux mêmes défis, et je pense une source de valeur pour les décideurs publics. Mais là encore, en les filtrant et en ne transposant pas des solutions qui ne correspondent pas au contexte institutionnel, politique et social français. Le troisième point, vous l'avez mentionné, c'est cette critique éventuellement de voir la politique publique sous le prisme uniquement du budgétaire. Et là, pareillement, nous ne se ferons pas. Nous, c'est-à-dire que la finalité de la politique publique, c'est d'améliorer l'expérience citoyen. Et du coup, nous prenons à chaque fois nos réflexions autour de l'amélioration, autour de cette dimension-là. Et sur cet aspect coût, ce qu'on trouve important comme mesure, ce n'est pas le coût en tant que tel, mais l'impact, le rendement économique et social de l'euro investi collectivement. Et c'est ces analyses-là qu'on met en place. Voilà. Et dernier point, il y a souvent aussi autour de cette critique, de ce que des méthodes qu'on pourrait faire, un point autour de l'obsession des indicateurs. Alors peut-être que cette critique, j'y souscris peut-être un peu plus. C'est vrai que nous, notre rôle et pas de prendre des postures, mais d'essayer d'apporter des analyses factuelles pour éclairer la prise de décision. Donc oui, nous essayons en amont d'éclairer les différentes options, de quantifier les scénarios, les impacts, et en aval, il me semble également important toujours d'être en mesure de pouvoir construire des indicateurs qui permettent de mesurer dans la durée l'expérience client et l'efficacité du processus pour que les responsables publics puissent les piloter. Mais pour revenir sur votre point, je vais laisser Thomas London respecter. Je pense que ce débat, pour remettre en question aussi les éléments d'idéologie implicite embarqués, est fondamental. Et pour compléter très simplement sur CAP 2022, on a répondu à une sollicitation de l'exécutif. En l'occurrence, j'ai répondu à titre personnel à une sollicitation de l'exécutif pour se mouiller dans un travail qui a été un travail là encore collectif, qui a mobilisé une quarantaine d'experts, qui étaient issus, et donc j'ai contribué aux travaux sur la santé, du monde associatif. Pardon, vous pouvez passer le cadre de cette intervention ? Cadre de l'intervention. C'était un marché ? Pardon ? C'était un marché ? Non, ça n'était pas un marché. Non, c'était une sollicitation de l'exécutif. Donc c'est une prestation gratuite ? À titre individuel de Thomas London. Voilà, pour contribuer à des travaux collectifs aux côtés de fonctionnaires, aux côtés de professionnels de santé, de personnes issues du monde associatif. Et donc voilà, on a mené des travaux collectifs sur le domaine de la santé qui ont amené à un certain nombre de propositions qui visaient, encore une fois, pas juste à l'efficience économique, mais qui visaient une amélioration des conditions d'accès et de prise en charge des patients. On a travaillé notamment sur la dépendance, par exemple, d'amélioration des conditions d'exercice des professionnels, et d'efficacité de la dépense. C'est une activité bénévole. Oui. Très bien.
Il n'y a pas eu de mobilisation d'équipe. Okay. Nathalie Goulet, pour une question, j'espère assez rapide, parce qu'on a encore pas mal d'autres questions. 15 secondes. Pour compléter ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, est-ce que, par exemple, vous avez un registre pour noter les interventions extérieures non professionnelles, ce qui permettrait de contrôler éventuellement les conflits d'intérêts? Ça, ce serait assez simple. La deuxième chose, c'est que vous êtes intervenu très longtemps, enfin à de très nombreuses reprises pendant la crise. Est-ce que vous pourriez, peut-être sous réserve de ce que va dire Madame la rapporteure, mais nous procurer un schéma dans le temps des dates de vos interventions et de la nature des missions, parce que ça permettrait de mieux comprendre à quel stade vous êtes intervenu et pourquoi, parce que comme vous êtes intervenu sur plusieurs missions de façon successive, ce serait peut-être bien d'avoir ce schéma-là dans le temps pour qu'on puisse mieux, enfin que moi, à titre personnel, en tous les cas, peut-être les autres aussi, puisse mieux comprendre la nature de vos interventions. Sur ce deuxième point, Madame la sénatrice, bien sûr. Sur le premier point, la loi ne m'autorise pas, moi, en tant qu'employeur, à demander à mes salariés s'ils ont des activités politiques, syndicales ou associatives. Donc, je ne suis pas en état de pouvoir faire ce que vous souhaitez, Madame la sénatrice. Pardon, je vais être très clair avec nos collègues. Donc, Madame la rapporteure, encore deux questions. Ensuite, il y a Monsieur Montaugé, puis Madame Boyer et Madame Lavarde. Donc, on va essayer de faire tout ça en 10 minutes. Chacun va y mettre du sien. Merci. Oui. Alors, d'abord, 2 petits retours en arrière, si vous le permettez. Sur la campagne de rappel, en décembre, pouvez-vous nous donner le montant de cette mission, d'une part? Deuxième petit complément, Monsieur Tadjedine, excusez-moi. D'après les Macron Leaks, vous auriez utilisé votre mail McKinsey pour échanger avec l'équipe de campagne. Cela ne paraît-il pas compatible, avec les règles que vous évoquez. Est-ce que vous pourriez me dire si c'est avéré ou pas? Et enfin, ma question, c'est en 2019, vous avez obtenu une prestation McKinsey a obtenu une prestation pour la CNAV, précisément intitulée « Appui à la CNAV pour la préparation à une potentielle réforme des retraites », pour un montant quand même de près de 920 000 euros. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était précisément le rôle de McKinsey, s'il vous plaît? Donc pour ce qui est de l'appui complémentaire, nous vous fournirons par retour les éléments, bien sûr. Et pour ce qui est de l'accompagnement à la CNAV, effectivement en 2019, donc il s'est agi, donc la perspective de la réforme des retraites était là, et donc il s'est agi de réfléchir aux axes d'évolution de l'organisation de la CNAV pour faire en sorte qu'ils assument mieux leur mission, et à la fois au fond dans la perspective de la réforme éventuelle, mais je dirais de manière plus générale, comment est-ce que on améliore le fonctionnement des fonctions métiers, l'appui, etc. Donc ça a été une mission qui a permis aussi de dégager un certain nombre d'axes d'amélioration dans l'organisation, au-delà de la préparation d'une réforme. J'ai une question, c'est effectivement une erreur d'usage professionnel. C'était une erreur d'utiliser l'email qui a donné lieu à une suite interne. Monsieur le Président, j'aurais bien aimé aussi peut-être parler des données, parce que je sais que c'est un sujet important pour la Commission. Figurez-vous que je n'ai pas oublié le sujet. Simplement, il faut que j'essaie de donner satisfaction à mes collègues. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va prendre les 3 questions à la suite, là. S'il y a des recoupements, ça vous pourrez traiter tout d'un coup. Et ensuite, je vais revenir sur les données. Parce que j'ai bien noté votre propos introductif, mais j'ai mes questions qui sont prêtes, rassurez-vous. Alors, tout d'abord, Monsieur Montaugé. Merci, Monsieur le Président. Il a pu arriver dans une période récente que des conseillers de cabinet ministériels, anciens consultants de McKinsey France, contribuent à la définition et à la mise en œuvre de politiques de santé publique pour lesquelles vous avez fait des préconisations dans le cadre de marchés en bonne et due forme. Cette situation est-elle, selon vous, de nature à développer des politiques publiques plus pertinentes pour le citoyen français qui, au final, en est le destinataire? Je vous remercie. Merci beaucoup. Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président, mais une partie de la question que je voulais poser a déjà été posée. Moi, j'aurais bien aimé, dans les réponses que vous aurez pu faire, messieurs, avoir un focus particulier sur les liens que vous avez eus pendant vos missions
pro bono ou les autres, pour la santé, notamment avec les ARS, parce que effectivement, on ne cesse de poser la question de l'organisation de l'administration avec des fonctionnaires extrêmement qualifiés et particulièrement compétents sur le sujet, et du rôle en plus des cabinets conseils, en quoi effectivement, comme l'ont posé mes collègues à plusieurs reprises dans cette audition et dans les autres auditions, les missions que vous remplissez n'auraient pas pu être remplies par l'administration qui existe déjà, et notamment pour une administration de mission, certes, mais particulièrement pointue sur la question de l'organisation de la santé, puisque c'est l'origine de sa création, et c'est la raison pour laquelle j'aurais bien aimé savoir quels étaient les liens particuliers que vous avez pu entretenir, notamment avec cette partie de l'organisation de la santé, à savoir que sont les ARS. Je vous remercie. Et pareil pour la DSS d'ailleurs. Merci. Christine Lavarde. Si je voudrais revenir sur la participation de Monsieur London aux travaux de CAP 2022, parce que je sais pas, votre visage me revenait pas. Je suis allée vérifier la composition de ce comité dont j'étais membre, et effectivement, vous n'apparaissez pas dans la liste des membres intronisés par le Premier ministre. Donc, j'aurais vraiment voulu savoir à quel titre vous aviez participé, parce que, en tout cas, dans le groupe pour lequel j'ai travaillé, seuls les membres qui avaient été désignés ont ensuite mené des auditions, et nous n'avons pas passé de commande, c'est-à-dire que les gens venaient, répondaient à nos questions, mais il n'y avait pas de travail par la suite, et en tant que tel, ils n'avaient pas voix pour ensuite participer aux travaux d'écriture, dont je vous accorde qu'ils ont largement échappé aux membres de la dite commission. Donc, est-ce à dire que vous avez pris la plume pour venir vous substituer à ce qui aurait dû être notre travail? Enfin voilà, ça serait bien de nous éclairer sur ce point. Une question bien précise. Donc, messieurs, on va reprendre les choses chronologiquement, si vous voulez bien, parce que finalement, les questions sont assez différentes. D'abord, la question du sénateur Montaugé, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur ce premier point, je pense que vous faites référence à ce qui a pu être dit lors d'une audition précédente, où il aurait été dit qu'il y a eu un collaborateur de chez nous qui a travaillé chez nous pour aller ensuite au cabinet du ministre de la Santé. C'est tout simplement une information qui est fausse. La personne en question a travaillé au ministère de la Santé et ne nous a rejoints qu'après. Elle a été chez nous entre 2011 et 2020. Et donc le fait de dire qu'il y a eu un aller-retour est simplement une information qui est fausse. Sur la deuxième question concernant les ARS, nous n'avons pas eu l'occasion de mémoire d'intervenir en appui, je dirais, direct d'ARS dans le cadre de nos activités. On a travaillé au ministère, on a eu l'occasion d'intervenir dans des hôpitaux, mais jamais directement auprès des ARS. Après, évidemment, si je reprends l'exemple de la campagne de vaccination, les ARS ont un rôle absolument central dans la mise en œuvre à l'échelon régional de toutes les nombreuses activités que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et donc, beaucoup de notre appui auprès de la task force interministérielle a été pour aider, structurer et améliorer la relation et le contact et le travail avec les ARS. Et enfin, sur le dernier point de CAP 2022, donc encore une fois, j'ai été appelé pas au moment de la constitution de la commission au départ, donc c'est pour ça que je ne figure pas sur la liste initiale à l'ouverture, mais j'ai été mobilisé par l'exécutif en cours de travaux 2 ou 3 semaines après, et donc si vous regardez le rapport, etc., je fais partie des membres de cette commission. Simplement, j'ai été mobilisé en qualité d'expert 2-3 semaines après le démarrage. Et donc j'ai vécu la même chose que vous avez vécu. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, comme je partage la grande appétence de M. Tadjedine pour la question des données, on va y venir maintenant. On s'octroie d'ailleurs quelques instants supplémentaires sur la durée prévue, mais je pense que ça le nécessite. Donc, ces fameuses données, c'est de la connaissance que vous accumulez lors de vos travaux au profit du secteur public. Est-ce qu'elles sont mobilisées, ces données, pour d'autres prestations dans le cadre de ces benchmarks? Vous avez commencé à donner des éléments d'explication aux propos liminaires, mais ça mérite qu'on y revienne. Je voulais savoir en particulier si les données de vos clients sont détruites à l'issue de vos prestations ou seulement anonymisées, et qu'une fois anonymisées, elles peuvent servir des benchmarks. C'est pas ça
je vous ai entendu défendre tout à l'heure comme modèle, mais peut-être est-ce que ça vaut le coup quand même de repréciser les choses. Ensuite, toujours dans cet ordre de questions de la donnée, la DR2ES vous a par exemple commandé en janvier 2021 une étude d'à peu près 500 000 € sur l'utilisation des données dans la gestion de la crise sanitaire en lien avec la stratégie nationale de santé 2018-2022. Quel a été le traitement de ces données sensibles de façon très concrète? Et puis enfin, votre société, McKinsey France, est-elle soumise au Cloud Act américain, c'est-à-dire, pour ceux qui l'ignoraient, je pense qu'il n'y en a pas dans la salle, mais la capacité pour le juge américain d'avoir accès à l'ensemble de ces données? Monsieur le Président, je vais couvrir peut-être ces trois sous-questions sur la question de la donnée. Je pense que le premier point, c'est de rappeler que pour nous, la donnée est vraiment au cœur de la relation de confiance qu'on a avec nos clients. Et on effectue chaque année plusieurs milliers de projets avec les clients du secteur privé et public depuis une cinquantaine d'années. S'il y avait le moindre doute de la part de nos clients sur l'usage qu'on ferait de leurs données confidentielles, je pense que nous ne serions pas aujourd'hui le partenaire de confiance de nos clients. Alors, par rapport à ces données, il y a peut-être deux questions simples et deux questions plus complexes. Première question simple, c'est l'utilisation de ces données pour le benchmark. Je l'ai indiqué dans mon propos liminaire et j'expliquerai comment on le fait. Donc la réponse est non. Nous n'utilisons pas les données confidentielles. Nous n'y avons pas accès, même après, pour réaliser des travaux de synthèse. Deuxième question simple aussi sur la question du Patriot Act et du Cloud Act. Il a été évoqué dans cette commission que nos données pourraient être siphonnées, je reprends les termes, à travers le Cloud Act et le Patriot Act. Monsieur Poupart l'a rappelé, le Patriot Act et le Cloud Act n'a pas été conçu pour des sociétés comme nous. Il a été conçu pour des sociétés qui gèrent et opèrent des données, essentiellement dans le domaine du cloud. Et ce n'est pas destiné pour des entreprises comme nous. Alors, deux questions plus complexes là-dessus. Pardon, on s'arrête 2 secondes là-dessus. Bien sûr. Ce n'est pas pour des sociétés comme vous. C'est-à-dire que dans la rédaction de la loi américaine, ça ne permet pas aux juges américains de vous solliciter? Alors, je n'ai pas le terme exact, mais c'est précisément sur tout ce qui est... j'ai l'extrait texte, mais oui, c'est écrit, c'est pour des opérateurs du cloud, du stockage, de l'hébergement. Et c'est écrit comme ça dans les textes. On enregistre votre réponse, merci. Donc ça, vous pouvez le vérifier, et c'est ce que aussi M. Poupart a indiqué lors de son audition. Donc ça, la réponse est claire. Alors, il y a deux questions qui sont plus complexes, qui est concrètement comment nous nous y prenons pour assurer la confidentialité des données, question que vous posez. Alors là-dessus, je vais décrire un peu pour le rendre concret. C'est vrai que la manière dont on fonctionnait, nous avons mis en place des principes de ségrégation des documents. Donc on travaille sur une technologie qui s'appelle Box, où en fait les données sont stockées et il y a un nombre limité qui sont uniquement les personnes qui peuvent avoir accès à ces données, qui ont accès à ces espaces de stockage internes. La liste des personnes qui ont accès à ces données est validée en début de projet avec le commanditaire. Et donc typiquement, uniquement l'équipe cœur qui a été habilitée a accès à ces données et nous pouvons suivre et tracer qui peut y avoir accès ou pas. Et ensuite, vous nous avez posé la question, les règles de stockage sont un peu variables selon les contrats cadres. Dans certains contrats cadres, on nous demande de détruire l'ensemble des données au bout de 2, 3 ou 5 ans. Dans d'autres cas, on nous demande parfois de conserver une copie des livrables final. Et donc c'est mis en place à travers ces boîtes dans lesquelles l'ensemble des données liées à un projet sont traitées. Et personne d'autre que les personnes habilitées n'a accès à ces données. La deuxième question complexe, c'est comment nous, quelles sont les règles que nous mettons en place pour nous prémunir contre un risque éventuel de piratage, de cyberattaque. Alors là-dessus, nous essayons de mettre en place les meilleures pratiques possibles de protection de nos données. À titre d'exemple, nous avons mis en place dans les technologies que nous utilisions comme Box ou comme Zoom un double système d'encryptage, c'est-à-dire qu'en plus de celui qui est proposé, nous en avons rajouté un nous propre qui est uniquement réservé à nos clients et à nous. Nous faisons aussi régulièrement des audits externes pour s'assurer qu'on a le meilleur standard. Ensuite, et là, pareillement, M. Poupart l'a indiqué, le risque zéro n'existe pas, mais nous faisons en sorte de proposer à nos clients les meilleures solutions. Je ne vous interrogeais pas sur la cybersécurité, surtout que vous devez donner du conseil en cybersécurité, donc on peut espérer, en tout cas les cabinets de conseil, certains le font, on peut espérer que vous soyez particulièrement pointu sur le sujet.
Je voulais revenir sur la notion de confiance que vous avez mise en évidence tout à l'heure. Ça nous a été aussi renvoyé assez régulièrement par les administrations que nous avions interrogées. Moi, je le comprends comme étant le fait d'une relation dans la durée qui veut que si un mauvais usage était fait de données, un jour ou l'autre, ça finit par se savoir et que, en plus, les choses sont écrites dans les marchés qui sont passés avec des obligations, etc. Mais tout ça a vraiment du sens s'il y a des moyens de contrôle de la part du client sur le devenir de ces données. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment le client, l'administration qui vous a confié des données, peut vérifier que tout ce que vous venez de nous décrire est effectivement mis en œuvre, ou est-ce qu'ils sont simplement obligés de vous croire sur parole? Alors, Monsieur le Président, je voudrais aussi faire peut-être la distinction entre différents types de données. Et là encore, je ne suis pas en charge pour notre cabinet, c'est des questions qui sont complexes d'un point de vue à la fois technique et juridique, et je vous donne ma perception en tant que responsable du pôle secteur public. Il y a 3 types de données. Il y a les données de nature personnelle. Ça, nous ne souhaitons pas les traiter. C'est un encadrement très spécifique, ce n'est pas notre métier de les traiter, nous ne le faisons pas. Il y a un deuxième type de données qui sont extrêmement sensibles. Voilà, puisque ces données-là, nous ne souhaitons pas les héberger dans nos systèmes. Donc si la situation se présente, nous demandons à travailler sur les ordinateurs du client pour que les données restent hébergées chez lui. Et ensuite, il y a un troisième niveau qui sont les données auxquelles nous avons accès dans le cadre du projet, et c'est précisé dans les contrats cadres que nous avons, nous devons les traiter comme des données confidentielles. Donc, vis-à-vis du client, nous présentons et nous expliquons au début du projet les règles que nous mettons, que je venais vous décrire sur l'usage de box. Nous listons avec lui quelles sont les personnes qui ont accès à ces boîtes. Nous précisons avec eux les conditions de destruction et d'utilisation des données. Et ensuite, si un client le souhaite, on peut proposer des audits pour qu'il puisse vérifier que les règles soient bien mises en place. Merci. Et en l'occurrence, là, les données qui ont été utiles dans la gestion de la crise sanitaire, ces données ont-elles été détruites chez vous? Alors, en l'occurrence, il ne s'agissait pas pour nous de récolter ces données-là, mais de comprendre auprès des acteurs quelles étaient les données qu'ils avaient, eux, à leur disposition et quels usages ils en avaient. Donc, on n'a pas eu accès à ces données. C'était un travail sur l'usage qui en a été fait par les acteurs. Bien, je crois qu'on est arrivé au terme, mais moi j'allais proposer à la rapporteure la conclusion, donc elle a la question finale, bien sûr. Oui, alors pour rire ou pas, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes surnommé la firme? Je pense que les débats qu'il y a aujourd'hui montrent en tout cas qu'il y a besoin d'être beaucoup plus pédagogique, explicatif dans le type de prestations que nous faisons auprès des acteurs publics, expliquer de manière très concrète ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, pour que nous ne soyons plus appelés la firme. Madame la rapporteure. Merci, messieurs. Et donc, nous attendons les compléments que j'évoquais en début de séance sur les demandes écrites que nous avons formulées. Merci encore. Merci et bonne beaucoup après-midi. à vous.